Je m'appelle Sarah Normandin et je suis nutritionniste depuis plusieurs années. Ma passion, c'est d'apprendre à retrouver le plaisir de manger, de te montrer que ça peut être simple, mais surtout de t'aider à faire la paix avec ton corps et avec les aliments. Dans le podcast Le Maudit Poids, prépare-toi à être surpris, à peut-être même être choqué par ce que tu vas entendre, mais fais-moi confiance. Le chemin vers la libération en vaut vraiment la peine. Salut tout le monde! Bienvenue au podcast Le Maudit Poids. Aujourd'hui, je suis très excitée parce que c'est le premier épisode que j'enregistre moi-même comme animatrice, alors soyez indulgents. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Dr. Sarah Maud Joubert. Fait que bonjour Sarah Maud! Bonjour Sarah! Merci pour l'invitation! Ben merci à toi, je suis tellement contente d'être là aujourd'hui avec toi. Comment ça va? Ben écoute, ça va bien, quand même stressée, un peu fébrile, mais je suis contente de faire l'expérience, vraiment contente. Excellent, moi je n'ai aucune inquiétude parce qu'on commençait à jaser de ce qu'on voulait parler dans le podcast, puis là il a fallu que je nous coupe parce que je me disais, faut qu'on enregistre qu'est-ce qu'on est en train de dire, fait qu'on a de la matière pour vraiment un bon bout de temps. Fait cocasse, avant de te présenter, Sarah Maud, moi, je voulais juste dire à mes auditeurs, parce que c'est ce que j'aime des petits villages, Sarah Maud et moi, on habitait sur la même rue. Oui, à 5-6 maisons, si je ne me trompe pas. Exactement. Puis j'allais souvent chez toi parce que je jouais avec tes sœurs plus jeunes. Absolument. Fait que je trouve ça vraiment merveilleux qu'aujourd'hui, moi, nutritionniste, toi, psychologue, qu'on puisse jaser ensemble sur un podcast. J'adore ça. C'est vrai que c'est le fun. La beauté de Shawinigan, hein, c'est ça. Ben oui, vraiment, les petites places, moi, je suis vendue. Donc, Sarah Maud, toi, tu as bâti un super projet qui s'appelle Les Petits Trucs. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles parce que les gens ne te connaissent pas. Oui, ben écoute, Les Petits Trucs, en fait, on est un cabinet de psychologie. Donc, on emploie différents professionnels, soit psychologues, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, dans le but de rendre accessibles les services en santé mentale. Donc, les petits trucs, on a des subventions pour les gens qui ont soit pas d'assurance privée qui peuvent débourser pour eux, ou certaines clientèles en particulier, comme les entrepreneurs, les proches aidants, certaines clientèles en particulier là, qui vont avoir à débourser que 30 $ la séance ou moins. Dans certains cas, ça peut descendre jusqu'à 5 $ la séance là, pour 10 à 15 rencontres, tout dépendant les modalités de subvention, pour pouvoir justement offrir là, des services puis sans que ça ait rapport avec la capacité de payer. Parce que ça a comme pas de sens, à mon avis personnel, mon propre édito. Ça n'a pas de sens, en fait, au niveau des cliniques privées, qu'on fasse comme une sorte d'extorsion, de dire les gens qui peuvent payer, ben, ont des soins, puis les autres, tant pis, là, ça n'a pas de sens. Puis je sais pas, tu sais, moi, je suis dans le réseau public aussi, puis la santé mentale, c'est tellement pas accessible dans le réseau public, fait qu'effectivement, j'ai beaucoup de clients qui se ramassent qu'ils n'en ont pas d'assurance privée, ils sont sur la RAMQ, ils ont des besoins en santé mentale, mais c'est pas facile, là. Oui. Puis, tu sais, une place comme Shawinigan, entre autres, mais tu sais, les petites places, j'ai envie de dire comme ça, ben, tu sais, beaucoup de gens qui vont travailler, par exemple, je sais pas moi, dans les épiceries, dans les pharmacies, qui vont travailler, mais qui n'ont pas nécessairement des régimes de protection fédéraux ou bien du CIUS, ce genre de choses-là. Qu'il faut vraiment qu'ils déboursent de leur poche pour ce genre de service-là, puis qui ne devrait pas être un luxe, là, on s'entend, des fois, c'est une question de vie autant qu'une maladie physique. Là. Oui, parce que la santé mentale, pour moi, c'est au même niveau que la santé physique. Ça fait partie de la santé, puis ça, on pourra en rejaser tantôt, mais c'est une base qui est tout aussi importante, puis qu'on néglige souvent parce qu'on ne le voit pas, hein, c'est pas physique. Non, c'est ça. Puis je pense que ça fait peur aussi, comme si ça admettre que tu as un problème, que tu as une difficulté, que tu n'arrives comme pas à bout, c'est comme si tu as un échec ou quelque chose. C'est beaucoup moins pire que c'était avant, mais comme consulter, c'est déjà difficile. Fait qu'en plus, il y a comme la composante financière, puis en plus, il y a la question des listes d'attente, puis de ci, puis de ça, puis là, il faut absolument avoir un médecin pour le CIUS et tout. Ça devient tellement complexe que ça décourage. Oui, tu as tout à fait raison. C'est vraiment le cas. Puis, tu sais, c'est sûr que si on se casse un genou, on ne sera pas gêné d'aller consulter, mais si on a besoin, puis tu sais, moi, la première qui est donc bien ouverte, moi aussi, là, ça m'a frappée dans mon orgueil, puis quand j'ai eu besoin de consulter, puis tu sais, finalement, je suis vraiment contente de l'avoir fait, mais c'est vrai que c'est un des problèmes de la société qu'on a au niveau de nos standards, nos normes. Oui, puis tu sais, même chez les intervenants, puis si je m'inclus là-dedans, là, souvent, on est coordonnés machos. On est premiers à dire que c'est important, puis on sait comment ça marche, une thérapie et tout, mais il y a un acte de très grande humilité quand même. Tout à fait. Ouais, c'est le bon. Donc, tu sais, de faire ça, puis en plus que c'est compliqué, puis en plus que tu as un suivi courte durée, puis que ci, puis que ça, puis un changement internet, c'est tout pour décourager. Puis les petits trucs, pour vrai, c'était mon initiative
bien naïve, là, j'ai envie de te dire. Bien naïve au départ, là, de dire, je peux pas croire que si on fait pas tout un peu l'épaule à la roue, il n'y a pas comme moyen de moyenner, là. Puis je me suis dit, tu sais, mettons, si je me donne vraiment une vraie chance, là, que je prends une journée par semaine pendant tant de temps, que je planche mon projet, puis je mets des réels efforts, tu sais, on verra qu'est-ce qui advient. Puis on est comme 2 ans plus tard à ce moment-là, puis ça va bien, là. Les partenaires et tout ça, mais c'est ça, je me suis dit, pour vrai, puis c'était une question d'éthique aussi personnelle, de dire, moi, je viens de Shawinigan, c'est mon monde ici, de dire que je fais ma clinique privée, je charge le classique 100 $, puis je sais très bien que les patients vont payer. Là, quand tu souffres, tu y vas. Il le faut, c'est ça. Mais tu sais très bien que c'est quand tu as la petite qui passe cet été, ou que ça a un coût haute, là. J'étais comme, pour vrai, je peux pas croire qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution alternative. Puis là, moi, ce que j'ai trouvé, c'est on appelle ça des petits trucs aujourd'hui. Ben, félicitations, c'est tout à ton honneur. Puis t'as eu, j'ai vu à l'entrée aussi, t'as eu des beaux prix ben oui! Pour ça cette année, là, c'est vraiment génial. Ben oui, on a été reconnus par la Chambre de commerce là, pour le projet. Fait que, c'est on est super contents. C'est une belle tape dans le dos, ça, c'est le fun. Super. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, tes études? Ça ressemble à quoi, le parcours d'une psychologue? Oh mon Dieu, ça, c'est le parcours du combattant. Personnellement, j'ai adoré mes études, j'ai adoré ça. Mais c'est quelque chose qui est très intense. En fait, il faut faire notre baccalauréat en psycho. Bac souvent qui sont ouverts à environ 200-250 étudiants, tout dépendant des milieux. OK. Puis après, on est obligé de faire le doctorat pour pouvoir faire partie de l'ordre des psy. Donc, là, 30 places dans les grosses universités. Ah, wow! OK. Oui, l'entonnoir est quand même assez... c'est prononcé, OK, ça, je savais pas. Oui. Fait que c'est des milieux qui sont quand même très compétitifs, qui demandent souvent beaucoup de recherche, d'implication communautaire, en plus là, des notes et tout ça. Pour un beau total de 7 à 8 ans, si tu fais ça des frappes. Wow, OK. Fait qu'il y a beaucoup d'études pour donner psychologue. Et là, OK. Faut que t'aimes ça. Oui, hein? C'était mon cas, là, je me plains pas, j'ai adoré ça, autant la recherche que le côté clinique. Là. OK. Mais ouais, donc c'est ça. Made in Shawi, j'ai été faire mes études à Trois-Rivières, je suis revenue par ici. J'ai fait, dans le fond, là, ma 6e année que je suis membre de l'ordre. Dans le fond, 4 ans de pratique privée autonome. Tranquillement, au début, là, juste des contrats, CIUS école, en temps de monter ma clientèle. Puis 2 ans vraiment à la clinique ici, là, comme directrice, dans le fond. Oui. Comme psychologue. Super. Ouais. Ah, ben, félicitations. Bon, là, on rentre dans le vif du sujet, Sarah Maud. Parce que le podcast s'appelle Le Maudit Poids. Donc, je t'ai invitée aujourd'hui. On voulait toucher à plusieurs sujets, entre autres l'image corporelle, la grossophobie. Donc, j'avais envie d'entendre ton point de vue là-dessus. On a jasé un petit peu tantôt aussi de neutralité corporelle versus acceptation complète de son corps, des concepts comme ça. Puis, je te lancerais ça, la balle, voir qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus. C'est assez large. Oui, mais écoute, je t'écoute, là. Puis, le premier truc qui me vient en tête, c'est est-ce que tu veux savoir mon point de vue de psy ou comme femme? Parce que c'était comme une espèce de dualité. Ah, c'est bon, j'aime ça! Génial! De dire que comme professionnel, tu parles de la science, tu parles des faits scientifiques, tu parles de la réalité, en fait, froide, mais d'une façon qui est chaleureuse, qui se veut bien, mais tu as des obligations de parler de ça, puis il y a comme le côté où tu es un humain qui parle de ces choses-là. Ouais, puis ça fait une drôle de situation, j'ai envie de te dire, dans le sens que autant que sur le plan clinique comme psychologue, je vais parler de ça, puis je crois les éléments que je vais dire à mes patients. Là. Je le crois fondamentalement. Je les comprends aussi profondément quand ils me disent « Je comprends ce que tu me dis, Sarah Maud, avec mon cerveau, mais comme, tu sais, dans mon cœur, ça fonctionne quand même pas comme ça. » Puis les gens vont peut-être penser que... Puis tu sais, je te jure que mon médecin, c'est vrai qu'il pense que ou qu'il ne croit pas quand que... Puis il y a une partie de moi, comme le côté humain, le côté d'une femme en particulier, que je suis comme... Je comprends toutes ces belles théories-là, ces belles notions-là, mais genre, je te file, là. Oui, mais... Je te file, là, vraiment. Ça résonne tellement ce que tu dis parce que moi aussi, je me dis tout le temps... Puis des fois, j'ai comme de la misère à l'aborder avec mes clientes parce que, puis tu sais, ça en fait partie, là, je veux dire, j'ai tellement de clientes qui viennent me parler parce qu'ils sont pas bien dans leur corps, ils ont un désir de perte de poids, ils ont fait des régimes et tout, puis là, il y a cette dualité-là, moi aussi, de dire, bon, mais la perte de poids, est-ce qu'on met l'objectif là vraiment là-dessus? Il faut travailler l'image corporelle, mais premièrement, est-ce que je suis assez bien placée pour en parler? Puis quand ils me disent, ben, tu sais,
Sarah, je m'aime pas dans mon corps, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Je peux le comprendre, là, tu sais, c'est ça. Puis des fois même, c'est ça. Je trouve ça tout le temps un petit peu touché. Puis comme tu dis, moi aussi, j'ai les grands principes en arrière. Puis on se fait dire, ah, ben, tu sais, faut apprendre à s'aimer. Mais oui, mais dire ça à la personne que ça fait 30 ans qu'elle fait des régimes parce qu'elle s'aime pas, puis que ça remonte à l'adolescence, qu'elle a été stigmatisée, que sa mère lui disait qu'elle était grosse, que moi, d'arriver du jour au lendemain, puis acceptation corporelle, je dis, il me semble que c'est un gros step, là. Oui, puis je pense que, puis la question, en tout cas, moi, elle est d'autant plus là quand c'est des patients qui sont plus âgés, je te dirais. Ouais. Dans le sens des gens qui sont, par exemple, en surpoids, en obésité, entre autres, là, puis qui ont 50, 60 ans, puis que c'est la chirurgie bariatrique qui s'en vient, puis qui me disent que c'est... En fait, ils viennent consulter souvent dans ces cas-là pour voir si c'est une bonne idée, parce qu'il y a des conséquences et des avantages de la faire et de ne pas la faire. Ça aussi, on pourrait en parler. Puis écoute, c'est une chirurgie qui est très importante, c'est invasive. C'est majeur. Oui. Majeur. Oui, puis que tu te dis, justement, ça fait 50 ans que je m'aime pas, puis en même temps de dire, écoute, là, puis ils me le disent, là, comme clairement de même, écoute, il y a des dégâts sur mon corps associés au poids, puis non, mais je comprends. Ouais, je comprends au niveau de ce qui est valorisé, au niveau de la féminité, au niveau de l'apparence, au niveau, enfin, de tout ce qui est processus de mating, de séduction et tout. Ouais. Je te file. Oui. C'est faux, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ça, c'est toujours délicat. Je trouve ça vraiment délicat à aborder avec les gens parce qu'il y a comme quelque chose de la maudite norme, là. Ben, c'est ça. Puis l'humain, on n'aime tout pas ça détonner de la norme. Peu importe c'est quoi le critère, que ce soit l'apparence, le corps, le poids, couleur de peau, mon attitude, on va le voir entre autres chez les gangs d'ados. Oui, seulement, c'est le meilleur exemple, c'est vrai. C'est exactement ça. Là. Oui. Puis je trouve ça intéressant. Puis moi, ça me relance sur ce que j'ai entendu cette semaine. J'ai écouté des conférences d'une psychologue, Charlotte Gamache, qui parlait un peu d'image corporelle cette semaine. Puis elle expliquait justement à quel point on internalise les standards de beauté auxquels on est exposé. Puis, tu sais, je veux dire, je suis dans le milieu, ça fait longtemps que je suis sensibilisée à ça. C'est important pour moi d'être au courant, mais ça, je ne l'avais pas réalisé. Elle dit, dans le fond, que le fait d'être exposé régulièrement sur nos réseaux sociaux à des images fausses, des gens avec des filtres, mon Dieu, des filtres à n'en plus finir, du contouring, le maquillage qui change la personne, le Photoshop. Elle dit, on a beau savoir que c'est faux, mais le fait de le savoir, c'est pas suffisant. Sans le savoir, on internalise ça, puis en se regardant après dans le miroir, on ne sait pas que c'est à cause de ça qu'on se dit, hey, de la cellulite, comment c'est qu'à 30 ans que j'en ai, puis que l'année passée, je n'avais pas, là, j'aime pas ça, mais pourquoi j'aime pas ça? Pour moi, c'est comme une évidence, mais non, dans le fond, c'est parce que ce que je regarde de standard de beauté, mais il n'y en a pas. Oui, puis ça devient pernicieux, je trouve, au niveau de l'intervention. Tu me diras, ça fait partie de ta réalité, mais mettons que tu te bases sur les critères en disant, mais l'important, c'est que toi, tu sois bien dans ta peau. Oui. Tu sais, mettons, on s'en fout ultimement du poids sa balance, on s'en fout de ta grandeur de jeans. Toi, est-ce que tu te sens énergique? Est-ce que tu sens que tu peux profiter de ta vie? Est-ce que tu sens que, tu peux vraiment honorer ton être? C'est comme un critère qui est pernicieux, sachant que, justement, ces critères-là sont internalisés. Oui, tout à fait. Ben oui, puis je suis confrontée à ça tout le temps. Mais oui, parce que moi, c'est ça, la personne me dit, ah, mais j'ai pas perdu de poids. Oui, mais tu sais, on ne mettra pas l'objectif là-dessus. On va dire, ben, est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu as plus d'énergie? Est-ce que tu t'arrêtes de souffrir la faim? Est-ce que tu es capable de bouger dans le plaisir un peu plus parce que tu as plus d'énergie? Mais au final, effectivement, c'est ce qui correspond pas à la norme. C'est son corps qui la dérange puis qui a fait juste voir. Puis ça, je trouve ça dur à travailler. Oui, ben, c'est parce qu'on n'a comme pas de contrôle là-dessus, hein. À moins qu'on soit une agence marketing, là. Ben, ouais, là, c'est ça. C'est ça, hein. On peut faire du bon Photoshop. Au niveau aussi, là, il y a vraiment des concepts de psychologie sociale derrière ça, en fait, qui vont faire un pairing, carrément, entre une image, souvent un produit qui va être vendu, puis une émotion. Parce que quand ça passe par les voies émotives, on appelle au niveau du cerveau des shortcuts, là, des voies qui sont plus courtes, il va y avoir une association qui est très forte puis qui passe au-delà, en fait, du côté rationnel. Ah, c'est bon, j'aime ça. Ça fait filer, en fait, à la personne d'être mince ou d'avoir la peau bronzée, de telle crème auto-bronzante et tout ça. C'est pas juste désirable, c'est quelque chose qui me fait filer bien. Ouais. Ça représente le bonheur. Puis ça, écoute, si tu veux bien manipuler l'humain, là, vends-y du bonheur, là, qui veut pas être heureux? Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, si on regarde les pubs, c'est juste ça, que ce soit les crèmes, le maquillage, les vêtements, c'est que ça, là. C'est ça. Fait que c'est partout, c'est omniprésent. Mais pour vrai, tu sais, au niveau de tout ce qui est grossophobie, au niveau de l'image corporelle, les patientes, parce que c'est souvent plus des filles que des gars que je vais rencontrer,
souvent, j'ai ce discours-là avec elle, puis il faut que tu aies le courage, en fait, d'aller à l'encontre de ça. Oui, puis c'est un bon mot, là, le courage, c'est vraiment ça, là. Caroline, tu vas être, il faut avoir le courage, le front, là, quasi, de dire, moi, c'est quoi, ça va être différent, parce que cette machine-là, marketing, en fait, que c'est dans le but de vendre des produits, ça a un impact, puis je décide de faire tant pis, là. Je refuse, je rejette ça. Je prends le pouvoir, puis je rejette ça. Mais prendre le pouvoir, ça prend du courage. C'est ça. C'est ça, puis c'est souffrant. Oui. C'est un combat souvent que les patientes, surtout, écoute, je m'en dis surtout jeunes, c'est pas vrai, qu'elles ont à tous les jours. Là. Ouais. C'est à job, on compare les lunchs, c'est mes collègues qui vont marcher, moi j'y vais pas, c'est mes amis qui courent vite au flag football. Il va y avoir un paquet de comparatifs, puis c'est ça à tous les instants, à tous les jours qu'ils doivent combattre, puis ça, job du combattant, job de courage, vraiment. très important. Oui, vraiment, c'est un super bon point. Puis ça, ben, tu sais, on va y revenir, ça fait 4 fois que je t'en vais revenir à la grossophobie, c'est juste que j'ai un filon que je voulais vraiment avoir ton avis là-dessus. Il y a le concept de body positive, là, de dire on accepte, là, on embrasse presque notre cellulite, nos imperfections. Puis il y a certaines, disons, professions qui sont un petit peu moins dans ce courant-là, qui vont dire, ben, tu sais, c'est pas accessible à tout le monde, ça, de s'aimer au complet, s'aimer, tu sais, quand ça fait 30 ans que tu t'aimes pas, tu peux pas accepter du jour au lendemain toutes les parties de ton corps. Fait qu'on va parler plutôt de neutralité corporelle. Ça, c'est nouveau, là. Moi, ça, je connaissais pas ça. J'ai lu ça récemment dans le livre de Marie-Michel Ricard, qui est psychoéducatrice, psychothérapeute, qui a écrit le livre « L'insatisfaction corporelle à l'acceptation corporelle ». Puis elle a mentionné que c'est un nouveau courant. Puis je l'ai vu un peu sur le blog d'Équilibre aussi, là, qu'elle disait, ben, on n'est pas obligé d'aimer nécessairement toutes les parties de son corps si c'est pas accessible pour nous, mais on peut au moins essayer d'accepter qu'on a ce corps-là, puis apprendre à vivre avec, mais sans nécessairement l'embrasser à tous les jours. Je sais pas ce que t'en penses. Mais écoute, moi, comme psychologue, là, ce que ça me résonne, ça me semble être des interventions ou un discours, en fait, très, on va dans la thérapie ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement. OK. Donc, l'idée, c'est pas de changer la détresse, changer mes symptômes, changer mon état anxieux, par exemple, ou mon malaise par rapport à mon corps, mais je peux-tu m'observer puis m'accepter, en fait, en fonction de ça, puis dire, c'est quoi, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée, puis je vais pas aller rajouter une couche mon malheur en disant, je suis donc bien pas bonne, puis dans le fond, c'est un échec, puis dans le fond, t'es donc bien bon. Ou ce que ça, en fait, quand il y a cette réaction-là comme secondaire, si tu veux, au niveau des pensées, c'est ça qui va générer souvent des troubles, puis le mécanisme de service derrière un trouble psychologique. Oui, tout à fait, tout à fait. Fait que cette idée-là d'accepter, puis d'être doux, puis d'être flexible, en fait, de dire, c'est ça, aujourd'hui, je file pas bien, je file ballonné, j'ai mes règles, par exemple, tout ça, puis c'est ma vie aujourd'hui. Il y a quelque chose de tout à fait judicieux, j'ai envie de dire. Oui. Ça vient vraiment chercher les composantes des thérapies de troisième vague qu'on va appeler là, au niveau de la psychothérapie d'approche cognitivo-comportementale. Je trouve ça super intéressant parce que ça me fait penser au concept de bienveillance qu'on essaie d'intégrer beaucoup aussi avec l'alimentation. Puis c'est un petit peu la même chose avec son corps, d'être indulgent. Le discours qu'on a, puis tu sais, ça aussi, c'est quelque chose que je voulais aborder avec toi, tout le discours qu'on a intérieur, qu'on réalise pas nécessairement, mais toutes les phrases qui nous passent en tête, qu'on se regarde dans le miroir, qu'on fait des choix d'aliments, dire « Ah, c'est ça, hein, ma grosse aujourd'hui, là, t'as remangé du sucre à la crème, là, ah ouais, des bourrelets, là. » Puis tu sais, ça, les gens, des fois, dans mon bureau, ils m'y verbalisent. On se fait tellement violence dans nos paroles, puis on pense que ça n'a pas d'impact, mais est-ce qu'on parlerait comme ça à notre meilleur ami? Est-ce qu'on lui dirait ça? Ben non, jamais, c'est sûr que non. Mais c'est là le concept de bienveillance, puis ça, je trouve ça tellement important, ça me parle. Je sais pas, toi, de ton point de vue. Oui, absolument. Mais il y a plusieurs exercices, entre autres la diffusion cognitive. Je ne sais pas si j'ai entendu parler de ça. Non. Mais c'est l'idée, en fait, de ne pas adhérer à ces croyances-là, ces pensées-là, ce discours-là. Fait que souvent, avec les patients, ce qu'on va faire, là, ça peut être même papier-crayon, je fais comme dessiner. Là. Si c'était comme justement une personne qui dirait ça, ben, elle habite où? Es-tu dans ta tête? Es-tu dans ton cœur? Est-ce que sur ton épaule, elle dit des niaiseries comme ça? Puis elle a l'air de quoi? OK! C'est vraiment le petit démon! Oui, sérieux, il y a des beaux... c'est vraiment cette idée-là, en fait, d'entraîner que ce discours-là, il est là, mais t'es pas obligé d'écouter. Ouais, c'est bon. Fait que, tu sais, il y en a, j'ai des patients, écoute, c'était la vache folle, la folle du deuxième, parce qu'elle se tenait sur sa tête. Il y a eu une marotte, on a eu Trump. C'est bon! Mais il y a comme quelque chose qu'on personnalise, ce discours-là, on lui donne une forme, on lui donne un lieu. Les gens, en fait, c'est au niveau de la diffusion cognitive, hein, c'est de dire, écoute, quand il y a Trump se pointe sur mon épaule pour me dire
que je suis donc bien grosse, puis on sait bien, tu vas le manger ton muffin, hein, puis direct dans les fesses, puis Ouais. ben Trump, je suis pas obligée d'écouter, je peux fermer le clapet, puis faire, c'est quoi, je remarque que t'es là, Trump, là, t'es pas très gentil, puis en ce moment, crie tant que tu veux, moi j'ai des choses à faire. T'as pas été réélu, là, va-t'en. Non, c'est ça. On a vu plus de toi. En dépit de ce discours-là, il y a beau se passer dans ma tête, là. Moi, je veux quoi, dans le fond? Oui, c'est bon. Moi, je veux quoi? J'ai-tu manger, mais en fait, j'ai-tu besoin d'énergie? Est-ce que moi, je suis sûre que je m'en vais courir tantôt, ou que j'ai une grosse soirée, ou que Trump, lui, hein, il est juste dans le moment présent à me dire un paquet de niaiseries qu'il a appris par le passé, mais moi, comme adulte, là, qui est consciente là, que c'est juste un discours, là, un ensemble de pensées sur 17 000 pensées par jour dans ma tête. Oui. Pourquoi je donnerais la valeur, dans le fond? Oui, puis ce discours-là, c'est pas vraiment ce que je pense. Il a été engendré par justement tout ce qu'on entend de fausses informations, par les standards, parce que c'est pas la réalité. Parce que des fois, moi, je le fais comme exercice, je vais appeler ça de la restructuration cognitive. Là, écoute, ça vaut ce que ça vaut, mais tu sais, on le fait aussi avec les troubles alimentaires. On va dire, ben écris la pensée qui te vient par rapport à l'alimentation. Par exemple, je peux pas manger un muffin, ça va me faire grossir tout de suite. Puis on regarde ça froidement, puis là, on l'analyse ensemble, puis dire, ben non, tu sais, le muffin, il n'y a pas aucun élément qui peut me faire prendre du poids directement. On l'a vu ensemble, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas je mange quelque chose, ça s'en va directement dans les fesses. Le mécanisme n'est pas de cette façon-là. Fait que de le rationaliser puis d'enlever l'émotion derrière, des fois, ça fait du bien aussi. Fait que je trouve ça intéressant. Oui. Mais il y a vraiment comme cette idée-là de mettre une distance. La diffusion, en fait, c'est de défusionner nos pensées. Oui, c'est bon. On s'entend quand une pensée qui nous porte n'importe laquelle, on y adhère. Ça se passe dans notre tête, c'est automatique. Puis des fois, c'est même inconscient. On y donne pas, on l'analyse pas, là. On fait juste aller dedans. Puis... Exactement. Puis ces pensées-là, moi, ce que j'observe avec les patients qui vraiment comme font ces exercices-là, puis le maintiennent dans le temps et tout ça, ils prennent une distance émotivement. Là. Ouais. Il y a ce discours-là qui m'appartient. Puis tu sais, dans le fond, quand je l'observe, mon Trump, ben, je me rends compte qu'il y a peut-être un peu de ma mère qui a fait des régimes toute sa vie, puis il y a ma voisine, puis il y a telle amie en secondaire 4 qui m'a comme fait un commentaire poche. Puis tu sais, dans le fond, mon Trump, il est composé de tout ça. Puis c'est là, ça fait partie de mon histoire, mais c'est pas toute mon histoire, là. Ah, c'est bon, mon Dieu. J'enverrai toutes mes clientes te voir. Sarah, moi, je trouve ça tellement intéressant. Moi, dans un monde idéal, là, ça serait toujours ensemble. Je trouve ça tellement fascinant. Fait que je suis contente que les gens te connaissent parce que, honnêtement, c'est un cadeau à se faire. Là. Ça change tout. Tu sais, c'est chacun sa spécialité, puis c'est pas pour rien parce que surtout avec ma clientèle de femmes qui ont fait des régimes, qui s'acceptent pas dans leur corps, même régime, pas de régime, tu sais, on va parler de grossophobie, de sortir de la norme, tout ça. C'est tellement difficile aujourd'hui. Ça l'était dans les dernières années aussi avec la culture des diètes qui est là, qui est présente, mais avec les normes de beauté qui ont juste pas de sens. C'est difficile aujourd'hui d'être une femme. Oui. Puis la grossophobie, moi, ce que j'observe, ça a un effet très pervers parce que celles qui n'en sont pas victimes puis qui observent ça chez d'autres femmes, entre autres, ça te renforce-tu assez dans ton envie de ne pas lâcher ton gym puis de continuer à compter tes calories puis de ne pas manger de pain. Puis là, c'est Noël. Fait que là, après les 2 semaines qui s'en viennent, ça va être un petit... comment ils appellent ça? Des cures ou ce genre de choses. La soupe aux choux, le détox. Il y en a plein. Il y en a chaque année. On s'entend, c'est tellement violent. J'ai eu comme quelques patients vraiment que je peux te dire avec certitude qu'il y a eu question de grossophobie, que ce soit sur le plan de la part du corps médical, qui sont comme ça, ou des gens de l'entourage, par exemple, puis pas nécessairement du monde malveillant, là, je suis en conflit avec toi puis je cherche à te faire mal. C'est vraiment quelque chose qui est tellement violent. C'est accepté, là. C'est accepté on s'en rend pas compte, là. C'est des commentaires anodins qui fusent. Oh, t'as pris du poids, un petit bourrelet ici. Oh, ouais, t'as bien mangé pendant les fêtes. C'est mon oncle qui se trouve drôle ou ma tante qui est. Tabarnouche, j'étais vraiment faim à soir. Crème. C'est d'une subtilité, hein, mais il y a comme cette espèce de culpabilité-là que les gens vont ressentir de dire je suis comme pris en faute ou je suis comme ultimement je suis moins que. Ouais. Puis il y a certains commentaires aussi qui sont beaucoup moins subtils que d'autres, là. On parle vraiment des comme grosses comme que tu écoute, c'est sûr que tu es fatigué, puis voir que quelqu'un va vouloir, il va falloir que tu perdes du poids, là, ça remonte si tu veux être en couple, là, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas un homme qui va... Des commentaires comme ça chez des patients qui te disent, ça on parlait d'ailleurs avant, c'est ça. Écoute, t'appliques ça à la couleur de la peau, c'est carrément du racisme. Oui, c'est ça, c'est une forme de discrimination, puis c'est reconnu. Puis cette discrimination-là, à l'égard du poids, la stigmatisation à l'égard du poids, il y a des études qui ont été faites là-dessus, puis ça nuit beaucoup, là.
c'est pire que l'alimentation en tant que telle, là. C'est ça qu'on se rend compte, c'est que les gens se font tellement axer sur leur poids pour avoir de la santé, qu'ils sont tellement stigmatisés avec leur poids que ça crée d'autres conséquences, puis ça fait en sorte qu'ils ont moins le goût de bouger, ça fait en sorte qu'ils développent une mauvaise relation avec les aliments, fait que c'est là qu'ils vont développer des rages alimentaires, des carences, ça va être bien plus dommageable, puis là, je parle même pas de la santé psychologique, là. Puis tout ce qui est, justement, je te dirais, dissociation par rapport au corps, dépersonnalisation, c'est comme pas mon corps, je me regarde pas, ou quand je me vois dans le miroir, ce que je suis réellement versus ce que je perçois, c'est pas la même chose. Les gens qui, en fait, en dysmorphie corporelle, là, ça va nourrir ça à fond, la tête. Je comprends donc. Dans certains cas aussi, tout ce qui est aliénation mentale. Ah oui, quand c'est de la part de quelqu'un que t'aimes, ta mère, ton père, ton chum, ta soeur, n'importe qui, ça peut être un ami qui se rend pas compte, là, c'est pas, tout le monde n'est pas méchant. Là, non, souvent c'est part d'une bonne intention, c'est une affaire, mais les gens finissent par croire que Colin, je suis peut-être effectivement pas normale, puis tu sais, dans le fond, la souffrance ou la fatigue, ben, comme clairement, c'est parce que je suis trop gros, trop grosse. Écoute, moi, mon médecin me le dit. C'est ça que j'allais dire, puis là, ils vont chez le médecin, puis là, tu sais, pas les médecins avec qui je travaille, parce qu'ils sont exceptionnels. Ni les miens, non, c'est ça! Mais il y a certains corps médicaux, puis il y a certaines, même nutritionnistes, il y en a dans tous les métiers, là, mais il y a des gens qui ont encore ça internalisé de dire, parce que c'est ça qu'ils ont appris à l'école, c'est plate, mais c'est ça. Ah, mais toi, tu viens consulter, t'as mal au genou. Ouais, mais c'est parce que t'es obèse, là. C'est ça. C'est sûr que c'est juste ça le problème. Ben, ça se peut que mon poids ait un petit lien dans mon arthrose, peut-être, mais il y a peut-être autre chose aussi. Je me suis peut-être tordu le genou en allant faire du ski de fond, ou je sais pas, là, tu sais, il y a peut-être eu quelque chose, mais tu sais, tu me disais que t'en as entendu, moi j'en entends régulièrement des histoires comme ça, à pleurer, là, de dire des cancers qui ont été diagnostiqués trop tard. Écoute, c'est juste qu'il y a des choses graves, là, parce que on regarde le poids en premier. La personne ne vient pas consulter pour son poids, puis il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Je vais consulter, puis à chaque fois, on me parle de mon poids, mais c'est pas pour ça que je vais consulter. Puis tu sais, comme si je savais pas, moi, que j'étais grosse, tu sais. J'ai-tu vraiment besoin de me le faire dire, là? Ah, vous êtes en surpoids, madame X? Ben voyons donc! Oui, merci! Hey, la nouvelle du jour! Tu sais, non, c'est pas comme ça qu'on va l'avoir, là. Puis toi aussi, tu me disais que de ton côté, hein, t'en entendais beaucoup de ça. Oui, puis ça me perturbe ce que tu dis au niveau des cancers, parce que au niveau de la clinique aussi, il y a des cas de santé mentale, je dirais, comme graves. Des gens, par exemple, avec des symptômes psychotiques, des choses qui sont graves. Quand même, hein? Oui, que ça a passé sous le radar parce qu'on focus sur chirurgie bariatrique, on focus sur le poids, puis sur le fait que vous pleurez ou que vous avez tel genre de pensée. Dans le fond, on ne voit pas comme des obsessions. C'est vrai que tu devrais perdre du poids. Fait cette obsession-là, qui est une réelle obsession sur le poids. Puis toutes celles qui viennent avec sont aussi des obsessions. C'est comme si, comme effectivement, tu es en surpoids selon notre analyse médicale, mais ça tombe plus une obsession, ça tombe une réalité. Aïe, aïe, le symptôme vient d'être flushé. Ah, c'est fou. Ah oui, c'est très grave. Oui, très, très grave. Parce que ça a des conséquences après pour la personne. Là. Wow. Oui, puis tu sais, ça devient aliénant, dans le sens que pour les gens, c'est comme, écoute, même mon médecin, même ma mère, même mon père, même mon chum, même mon ami pense que... Puis dans le fond, que ma douleur physique ou ma douleur émotionnelle, dans le fond, c'est juste dans ma tête. Ouais. L'aliénation, c'est quand j'en viens à ce que je pense que je sais qui est vrai. Ce qui est sorti, hein, toutes les infos qui viennent de mes sens, notre petite voix, là, ce qui me dit, hein, comme la boussole, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce que je sais comme étant un fondement solide, je me mets à douter de ça. Mais ça, c'est grave qu'on doute de nous-mêmes. C'est très grave pour la santé mentale. Que la personne, elle a comme plus de repères, puis il suffit que tu rencontres quelqu'un d'un peu moins bienveillant, t'es vraiment... T'es malléable, là. Wow. Ouais. Puis ces gens-là, malheureusement, on entend bien. Tu sais, déjà que, bon, c'est pas facile, niveau santé mentale, déjà que niveau physique, des fois, c'est compliqué parce qu'ils peuvent pas avoir des soins parce que c'est souvent éclipsé par la grossophobie. Puis là, en plus, tu me dis que c'est des gens qui peuvent être manipulables en plus. Tabarouette, c'est triste, hein, tabarouette. Oui, ben écoute, j'ai aucune idée, là, vraiment, les données de recherche par rapport à ça, mais ce que j'observe avec les amis sur le plan clinique, souvent des femmes... Tu sais, vraiment les cas quand j'ai eu, ce que je peux dire qu'il y a eu de la grossophobie au niveau de l'environnement et tout ça, souvent des femmes qui sont très malheureuses en amour, on est comme border, violence psychologique, des femmes qui sont très, très démunies au niveau relationnel. Là. Puis c'est pas juste une question de la grossophobie, mais c'est comme s'il y a une espèce de kit, hein. C'est toutes des choses qui attaquent mais je suis grosse, fait que j'ai pas de valeur. C'est ça. C'est ça qu'on leur en... C'est plate, mais c'est ça qu'on leur envoie comme image avec nos normes, notre société, nos standards. C'est... T'as pas performé, toi, t'as pas réussi à perdre du poids parce que tout le monde sait que c'est facile de perdre du poids, c'est manger moins, bouger plus. Non! C'est vraiment pas ça, là. Beaucoup plus compliqué que ça. Oui, puis écoute, sans compter tout ce qui est
par rapport au côté sexuel, entre autres, le rapport de séduction et tout ça. Si je suis en surpoids, je suis victime de grossophobie, ça se peut que je finis par croire que, écoute, mon partenaire, que finalement, il n'a pas d'allure parce qu'il est violent et qu'il me traite mal, c'est tout ce que je mérite. Parce que dans le fond, je n'aurai jamais quelqu'un qui va m'aimer. Tout le monde me dit que ça n'a pas d'allure. C'est très grave. Oui, tout à fait. Oui, puis ça, on le voit souvent, là, on dirait que les gens pensent qu'ils n'ont tellement pas de valeur qu'ils vont accepter des choses qui n'ont pas de sens en se disant, mais de toute façon, c'est juste ça que je peux avoir. C'est ça. C'est grave, là. C'est vraiment grave. Puis on transmet ça, on ne veut pas, à nos enfants aussi, parce que la personne qui n'est pas bien dans son corps, qui fait des commentaires sur le poids des autres parce qu'elle n'est pas bien elle-même, parce que de la grossophobie, ça peut être internalisé aussi. La grossophobie, ça peut venir de nous-mêmes. On peut être gros et grossophobe. Oui, fait que c'est ça, on disait en fait que la grossophobie, on peut l'internaliser, puis ça, je sais pas sorti ça de ma poche, Sarah Maud. Là, je fais dans ma poche, là, mais... Oui. Dans mon sac. Dans ton sac. Bon, je l'ai mis dernièrement. Je vais te le montrer, c'est le livre Grosse et puis de Édith Bernier. Édith Bernier qui est dans les premières, je dirais, à lutter là, au Québec contre la grossophobie, autant médicale que en général. Je la suis sur les réseaux sociaux, très intéressante, puis elle m'a appris beaucoup dans son livre, tu sais. OK, oui. Fait que, en toute humilité, là... oui, certainement, ça m'intéresse. Je suis nutritionniste, là, mais en toute humilité, j'ai appris énormément, puis je pense qu'il faut en parler encore plus de la grossophobie. Puis elle mentionnait justement dans son livre qu'il y a différentes sortes de grossophobie, puis il y en a une qui est internalisée. Fait que oui, on peut être grosse. Puis quand je dis gros, grosse, là, puis c'est vraiment ce que Edith mentionne aussi, c'est pas péjoratif, là. C'est vraiment un terme qui est très neutre, là. Tu sais, une grosse maison, un gros lot, c'est positif, là. C'est un terme qui n'a pas d'émotion. On en a mis avec les années, mais être une grosse personne, c'est zéro quelque chose de péjoratif. Puis elle disait que tu peux vraiment être une grosse personne puis être grossophobe parce que tu es grossophobe envers toi-même. Oui. Tu te traites comme... Tu vas parler de toi, de ton poids avec des préjugés. Tu vas commenter le poids des autres aussi. Puis ce que je disais, c'est que moi, ce que je vois beaucoup, c'est avec ma clientèle, c'est avec les enfants. Les femmes qui vont se restreindre, qui vont commenter « Ah, je suis grosse, je m'aime pas » devant leurs enfants, puis c'est pas conscient, puis c'est vraiment pas avec une mauvaise intention. Ou qui vont commenter le poids de quelqu'un à la télé. « Regarde-moi ça comme elle est belle, elle a maigri. Ah, ouais, je suis rendue tombée grosse. » Mais ça, l'enfant, le petit adolescent, le petit jeune enfant, il enregistre ça. Puis lui, ben quand elle arrive, la personne à l'adolescence, autant gars que fille, si on prend du poids, ben là, c'est négatif. Ma mère me fait des commentaires plus jeunes comme quoi que cette femme-là était pas belle, si elle était grosse ou elle prenait du poids. Fait qu'on transmet ça à nos enfants, puis ça fait mal, ça, c'est dangereux. Puis là, troubles alimentaires et toutes les conséquences, là. Oui, absolument, absolument. Puis je te dirais que dans les historiques de cas cliniques, les troubles alimentaires, justement, entre autres, ados, jeunes adultes, même les femmes adultes, il y a toujours l'histoire de la mère qui a fait des commentaires. Ouais, c'est ça, hein? Mais je suis contente que tu le dises parce que... La mère qui a fait des commentaires. Moi, je l'ai tout le temps dans le bureau. Direct d'enfant. Tout le temps. Souvent des mères qui font des régimes à vie. Là. C'est comme le festival du régime, là, un après l'autre. Ouais. Puis même quand on regarde, comme au niveau historique du discours, les patientes elles-mêmes, quand elles ont fait des régimes, elles font comme des minces. On les connaît, hein? Oui, même les étiquettes, je suis comme ça. Quand tu penses 2 minutes dans une logique clinique, là, santé mentale, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Oui, puis mon Dieu, moi, tu sais, même sans parler de troubles alimentaires, moi, toutes les femmes qui viennent me voir pour perdre du poids puis qui ont essayé des régimes, elles vont me dire, ben ma mère faisait ça, ma mère fait encore. J'ai eu quelqu'un, ma mère est de 90 ans, fait encore des régimes. Ouais. Puis pourquoi? Mais disons, la génération baby boomer, puis ce que j'ai lu beaucoup là-dessus aussi, c'est qu'eux, ben, ils ont vécu avec cette culture des diètes-là, hein, sont partis de très peu de nourriture à l'abondance soudainement. Puis là, c'était la société de performance. On a mis des images avec des normes de beauté minces. Et on était dans le régime diète populaire. Puis ça l'a poursuivi. Puis justement, ben, cette génération-là l'a donné à leurs enfants, qui là, le transmettent encore à leurs enfants aujourd'hui. Puis c'est comme une roue sans fin que là, on voit qu'on essaie de casser parce que là, le mouvement change. Au niveau de la nutrition, c'est écœurant. Là. Moi, ça fait 9 ans que j'ai terminé mon bac. Puis... le discours n'est pas le même déjà. T'sais, moi, l'alimentation intuitive, on commençait à m'entendre parler, mais j'ai pas eu de cours à l'université là-dessus. Là. J'ai découvert Karine Gravel, qui est un petit peu
la première au Québec là, qui a vraiment abordé le sujet. Là, si on veut, dans les premières, j'ai découvert ces formations, je me suis intéressée déjà d'emblée, mais c'est pas le cas de tout le monde. On n'a pas été élevé comme ça à l'école, si on veut. Ouais. Mais là, de plus en plus, c'est le fun. On voit des podcasts là-dessus, on voit des articles là-dessus. Sur les réseaux sociaux, il y en a de plus en plus. On a des super livres qui sortent sur le sujet, anti-diète, anti-régime de Christy Harrison, mais la version québécoise, Karine Gravel, qui a sorti son livre là-dessus aussi. Ça fait du bien. Oui, ça fait de la fraîcheur. On en parle. La grossophobie, on en parle aussi. Oui. Bon, il reste beaucoup de travail à faire, oui, là, mais... mais... Même au niveau des médias, tu sais, les séries populaires, j'ai envie de dire, ont beaucoup plus de variété en termes de corps, en termes d'origine ethnique. Genre, on commence plus, puis c'est vrai que ça fait du bien. Mais c'est vrai que ça fait du bien, ça normalise beaucoup. Oui. J'ai envie de te dire, tu sais, les gens qui sont... En tout cas, moi, au niveau des patients, tu sais, sans dire qu'il y a un trouble du comportement alimentaire, mais beaucoup de patientes, en fait, oui. on a les vraies choses, qui sont en mode perfectionniste par rapport à leur corps. Tout à fait. Puis ça ne compte pas nécessairement un trouble alimentaire, mais certainement des préoccupations anxieuses, disons ça comme ça. Là. Tout à fait. Puis c'est vraiment cette idée-là, hein, d'avoir le corps parfait, hein, de rien qui bouge tout seul. Oui, c'est ça. Ça permet, je pense, ça doit contribuer à diminuer un peu cet effet-là, là. Cette espèce de culte-là du corps un peu parfait, en shape, olympien. Là. C'est à travailler encore énormément parce qu'Équilibre sortait des statistiques là-dessus, puis là, je les ai malheureusement pas sous la main, mais c'est plus de la moitié des femmes qui veulent modifier leur corps, même si sont en poids normal, puis une bonne proportion des femmes qui disent que le poids gère leur vie, là. Ouais. C'est fou, là, c'est la principale préoccupation, fait que ça, c'est vraiment grave, là, c'est quand même, c'est quelque chose qui est très, très, très problématique, fait que c'est encore à travailler, mais je trouve ça, au moins, je trouve que de plus en plus, ça essaie de prendre la place. Il y a la culture des diètes avec l'industrie qui est une méchante bébite, qui a beaucoup trop de sous puis qui prend de la place à cause de ça, c'est plate, puis elle va toujours être là. Mais de plus en plus, on voit des petits drapeaux qui se lèvent pour essayer de venir casser ça, puis ça, je trouve ça intéressant. Puis je te relance, j'ai lu une statistique super intéressante, tu me disais sur le corps parfait et tout, bien, il y a à peu près 5% des gens, des femmes, qui correspondent de façon naturelle aux standards de beauté. C'est tout. C'est seulement 5%. C'est fou, hein? Ça m'a tellement frappée. C'était cette semaine dans mes super formations que j'ai suivies. Là. 5%? C'est tellement peu. Là. Non, c'est... c'est comme... C'est bon pour le moral? Mais oui, moi, je l'ai fait ça. J'ai... Ah, OK. 5%, yes! Plus 12 écarts types, yes! Ouais, c'est ça! Fait que là, pourquoi l'ensemble des Québécoises, on vise à être dans ces 5%? C'est 5%. Pourquoi on vise une norme qui correspond à juste 5%? C'est fou, hein? C'est quand même assez parlant, je trouve. Là. C'est vrai. Fait que c'est ça. J'ai une question à poser, Sarah. Oui, vas-y. Oui. Ouais, pendant notre... Oui, pendant notre pause. Tu travailles aussi, en fait, en pratique privée? Oui. Dans un gym? Oui. Oui. Quand j'ai vu ça passer, je suis super contente pour toi. Sarah, elle est excellente comme nutritionniste, tout le monde. C'est gentil. Je me suis dit, mon Dieu, quel chef de culture tu dois avoir quand même. Mais tu vois, j'ai... Un gym de CrossFit. Oui, c'est ça. Exactement. Tu vas avoir, comment dire, un zèle par rapport à l'entraînement. J'aime ça. Puis là, je suis contente que tu en parles. Parce que moi, en fait, on parle du gym néophyte CrossFit à Shawinigan. Moi, le propriétaire que j'ai rencontré, Noé Julien, que, mon Dieu, j'adore, il m'a abordé le premier parce que c'est une référence de Chewy, une de mes amies qui a approché puis qui dit tu connais-tu des nutritionnistes? Ah oui, ça va bon. Puis je me suis assise avec lui en me disant ouf, moi je viens là de reculons parce que dans un gym, moi qui ai alimentation intuitive, bon oui, image corporelle positive, puis qui essaie d'avoir l'équilibre, la simplicité. Je suis vraiment pas dans les excès dans la vie, puis au niveau professionnel non plus, tu sais, je veux que ce soit agréable. Pour moi, le plaisir, c'est vraiment important. Ouais. Puis là, je me suis assise avec Noé en me disant, bon, tu sais, s'il est supplément, s'il est régime, s'il est ici, c'est sûr que ça fonctionnera pas avec moi. C'est une culture qui m'intéresse pas du tout. Puis j'ai passé 1 heure à jaser sans arrêt avec Noé. Le coup de cœur, là, c'est... Noé puis moi, on a vraiment connecté sur notre vision parce que lui, sa vision de l'entraînement, sa vision du gym, c'est la même vision que moi. Fait que même lui, l'alimentation intuitive, c'est quelque chose qu'il veut prôner plus pour lui-même. Puis d'ailleurs, je vais... Scoop! Il a accepté aujourd'hui de venir dans mon podcast. Fait qu'on va enregistrer un épisode éventuellement.
Puis, dans le fond, ce qu'il m'a expliqué, c'est que lui, il prenait vraiment aussi l'écoute du corps, des signaux de faim, de satiété. Il n'était pas du tout pour les suppléments, sauf quelques exceptions. Tu sais, des fois, oui, il y a certains suppléments qui vont être intéressants, mais c'est pas quelqu'un qui va vendre 1 million de suppléments puis qui va faire de l'argent sur le dos du monde là-dessus. Ouais, on va l'utiliser dans des façons qui vont être vraiment pertinentes pour certains athlètes. Au niveau de l'entraînement, il y a cette philosophie-là aussi. Puis Noé, c'est pas juste un coach, puis c'est pas juste un coach, être un coach, c'est bien correct, là. Mais il y a une formation en PNL aussi. Puis je trouve que ça on le voit vraiment dans sa façon d'enseigner. Il va toujours prôner le respect du corps. Parce que le CrossFit, tu sais, même moi, après ça, bon, on a réglé le volet, je capote sur ta philosophie, je veux travailler avec toi, c'est écœurant. Puis là, on a 1 million de projets, on est 2 passionnés, les étoiles dans les yeux, là. Fait qu'on a mis ça, OK. Puis là, je me suis dit, ben là, Sarah, tu vas voir des athlètes de CrossFit. Faudrait peut-être que tu saches de quoi ils te parlent. C'est quoi qu'ils vont te dire, je sais pas, là, moi, je vais faire un pull-up ou je vais faire tel type de mouvement. Ben, ça serait le fun que tu saches, tu sais, c'est quoi, là. Fait que, effectivement. faudrait peut-être que tu l'essayes, tu sais. Fait que là, mai 2021, Sarah se présente en CrossFit avec toutes les appréhensions du monde. Moi, j'ai toujours aimé ça bouger, mais je l'ai dit, là, je suis pas une excessive. Moi, le gym, je l'ai fait longtemps, mais j'ai vraiment pas aimé ça. Au final, que ça se fasse dans le plaisir. Moi, j'aime la danse, le ski de fond parce que je suis dehors puis j'en profite, mais j'aime pas ça me faire pousser, tu sais. Mais les cours de groupe, ça, j'aime ça. Et le CrossFit, c'est des cours de groupe. Puis, au néophyte, là, il n'y en a pas de miroir. Fait que, premièrement, il n'y a pas personne qui se regarde les muscles dans le miroir. Ça, c'est non. Puis, j'en ai parlé tellement avec tous les gens qui étaient là, à quel point néophyte, c'est une petite famille, tout le monde s'encourage, puis c'est pas tous des monsieur mus puis des madame mus. Oui, il y en a, mais il y en a de tous les âges. On a autant des ados que, je sais plus, là, c'est qui s'est entraîné, là, son âge, mais on a des femmes jusqu'à 50, 60 ans, là, c'est beau à voir, là, c'est vraiment wow. On a tous les formats corporels. C'est tellement cool, ça aussi. Puis, il y a quelqu'un qui me disait, justement, mais Sarah, moi, là, la première fois que je suis venue, là, tu sais, j'étais celle qui était la plus grosse dans toute la gang, puis je commençais, puis j'avais de la misère, puis celui qui m'a encouragé le plus, là, ben, c'est le monsieur mus le plus musclé de la gang, là. C'est vrai, il y a comme une confrérie, hein, il y a comme un mood, là, tu m'excuses dans l'anglicisme, là. Non, mais c'est ça. Il y a vraiment un mood particulier, là. Je trouve que là-bas, puis, tu sais, le mot revient dans la bouche de tout le monde, le néophyte, c'est une grande famille. Puis les nouveaux arrivent, puis c'est ça qui ressentent, tout le monde, on se parle, là, tout le monde a le sentiment d'appartenance, tout le monde se serre les coudes, tout le monde... tu sais, juste cet été, on a fait un événement pour un membre, Jean-Philippe, là, du groupe, qui faisait un événement pour soulever des fonds. Oui, pour le CIUS. C'est-tu pour la fondation non. CIUS? Oui, il y a eu ça, aussi, c'est ça. Puis il ramassait des fonds, je pense que c'est pour le cancer. Là, je m'excuse, Jean-Philippe, il ne m'aura pas. Puis oui, il y avait la fondation, c'est ça, c'est la fondation d'oncologie de Trois-Rivières. C'est ça, merci. Parce qu'il a perdu, bon, sa mère, sa soeur du cancer, fait que c'était quand même assez triste. Mais bref, lui, il faisait 2 Murph, qui sont 2 entraînements. Déjà, le Murph, faire un Murph, c'est un méga entraînement de CrossFit. Je l'ai fait en équipe avec quelqu'un pour se le séparer en 2, puis comme, c'était enough. Lui, il l'a fait 2 fois. Puis, ben, il y a Noé qui l'a fait avec lui, puis il y a une couple de gars puis de filles qui l'ont fait avec lui pour l'encourager. Puis, moi, ce que j'ai trouvé le plus beau, là, c'est qu'il y a quelqu'un, justement, dans cette gang-là qui avait beaucoup de misère à terminer son double Murph. Puis c'était pas je vais arriver en premier, puis tu sais, les gars se timaient, là, ils voulaient avoir une idée, puis ils ont toujours un petit objectif de performance, mais moi, ce que j'ai trouvé plus beau, c'est d'attendre leur dernier run pour finir leur Murph, d'attendre le dernier gars qui avait de la misère. Il était tout autour, il l'encourageait, puis on a tout fait la marche avec lui à la fin, tu sais, c'était plus l'objectif de « Ah, c'est moi qui arrive en premier », c'est « Non, non, regarde, il y a quelqu'un en arrière, là, on l'attend, puis on le pousse. » Je te dis, j'ai pas ces bras que j'en parle. Mais il y a vraiment, en fait, une reconnaissance puis du respect. Oui, c'est les mots, exactement. De dire, écoute, ce que tu viens de faire là, premier, dernier, on s'en fout, là, dans le sens que c'est vraiment impressionnant, là. Le fait de le finir en soi, respect, en fait, là. Puis moi, c'est ça... Moi, ça me parle en tant que professionnelle puis en tant qu'humaine parce que c'est vers ça que je veux m'en aller. C'est ces valeurs-là que je veux transmettre à ma clientèle aussi. Puis c'est pas de la performance encore plus, puis c'est pas du go-go-go. Puis ben c'est ça, quand on va dans les cours, ben tu sais, c'est toujours non, c'est trop lourd ça. Respecte-toi. Aujourd'hui, tu files pas, tu le sens pas, ça te fait mal, enlève du poids. Ouais, mais d'habitude, je mets non, enlève du poids, respecte ton corps. C'est toujours dans la notion de respect, puis de bienveillance. Fait que ça, je trouve ça vraiment bien. Fait que, mais effectivement, malheureusement, il y a beaucoup encore de culture de gym qui est un petit peu plus
négative, je vais dire, pour Ouais. rester en équilibre puis dans le plaisir de bouger, mais pas dans la famille. Mais moi, ce que je remarque, parce qu'on a beaucoup de clients, puis je te dirais, il y a une période de ma pratique, j'ai travaillé entre autres chez Qualitech, Oui! donc les métiers professionnels. Ouais, OK! Charpenterie, menuiserie, Oui! briquetage, carrosserie, mécanique, comme souvent des professions qui appellent plus les gars, je te dirais. Ouais. Puis souvent, les gars, il y a comme une espèce de comparaison. Ah, le fameux joueur de hockey, là. Ouais. Puis avec la performance, puis c'est important d'être le plus vite, d'être sur le premier trio. Puis dans les gyms, on voit aussi beaucoup ça. Là. Dans le sens qu'il y a comme une espèce de brotherhood, pour le meilleur et pour le pire, parfois. Tout à fait. Puis je pense que dans les gyms, peut-être, dans cette idée plus classique, plus traditionnelle qu'on peut avoir des gyms, ben, il y a encore peut-être un peu ça, hein? Justement, les miroirs, puis le combien tu livres. Mais c'est une culture, je pense, qui est entretenue. Puis là, moi, je pense que ça a du showy aussi, là, parce que c'est ça. Je pense que c'est l'esprit de showy qu'on met là-dedans. La fille qui voit la vie en rose, je me le fais souvent dire, j'aime le rose, pas de rien. Mais oui, t'as raison, il y a souvent cette culture-là de performance, mais la comparaison, l'humain est tellement toujours dans la comparaison, oui, hein, c'est incroyable. Mais c'est beaucoup l'espèce de comment je peux être un gars masculin, comment je peux être une fille féminine. Oui, vraiment. C'est beaucoup cette question d'identité genrée, en fait, là, que moi, je réfléchis toujours en parlant, mais je suis comme, il y a vraiment cette question-là de comment je peux être le mâle alpha ou la fille... la fille, donc tout ce qu'il y a de beau, fragile, mince, délicat, qui se fait lever dans les airs, puis légère comme une plume. Là. Oui, tout à fait. Puis c'est le fun que tu dises ça, parce que, mais tu sais, quand on s'écoute vraiment, moi, je l'adore, le CrossFit, j'aime ça, mais je suis plus hypée qu'avant, excusez l'anglicisme, là. J'étais encore, moi, je me trouve encore bien féminine, mais tu sais, on va développer une musculature qui va être un peu en dehors des normes, puis on aime ça. Là. Moi, je me rappelle, quelqu'un m'avait dit... qu'elle s'est fait dire par un homme, tu devrais arrêter de faire ça, le CrossFit, c'est pas beau pour une fille. Ouf, ouch, hein? Mais... Puis la personne a été assez hot de répondre, ben non, moi j'aime ça, puis ça me fait du bien, ça te regarde pas, pourquoi tu me dis ça? Ça m'appartient, ta parole m'appartient pas, là, ton opinion, là, mais on vit quand même, puis ça vient des standards. C'est fou, hein? C'est fou, là, ça vient encore des normes qu'on internalise, puis qu'on s'en rend pas compte, tu sais, il y en a encore beaucoup des commentaires comme ça, là. Oui, puis je pense aussi, ça vient juste sur la question, justement, de la séduction, de qu'est-ce qui est désirable, les relations, hein? Ouais, t'en parlais tantôt, gros motivateur, quand même, chez l'humain, hein, de dire trouver l'amour avec un grand A, la personne qui va me faire vivre, hein, la grande affaire, en fait, puis je trouve ça intéressant parce que surtout chez les jeunes adultes, là, 20 ans, 25 ans, je te dirais, qui a comme plus d'expérience au niveau relationnel, il y a eu comme quelques chums, quelques blondes plus sérieux, les premières relations sexuelles aussi. Ouais. En fait, il y a souvent soit des problèmes chez les garçons au niveau érectile, au niveau de la capacité à avoir du plaisir, parce qu'il y a cet enjeu-là de performance, puis du corps, puis qu'est-ce que je vais avoir l'air, puis chez les filles aussi. Ah oui, puis plus que ça, en vieillissant, chez les patients qui sont plus âgés, les gens plus âgés, je trouve ça fantastique à observer parce qu'il y a comme un lâcher-prise là-dessus, en fait. Puis on se reconcentre sur le plaisir de dire je m'en fous comment mes fesses bougent, comment mes bras bougent ou qu'est-ce que j'ai l'air dans telle position. Ce que je cherche, en fait, c'est la connexion. Mais il y a vraiment comme un désapprentissage qui se fait au niveau du couple puis qui parle vraiment, dans ma conception du moins, j'ai pas lu de données là-dessus. Non, mais c'est bon. Qui prend vraiment racine dans qu'est-ce qui me fait sentir fille, ce qui est nécessaire au plaisir sexuel, puis qu'est-ce qui me fait sentir gros mâle protecteur, ce qui est nécessaire aussi dans le rapport sexuel là, au niveau de l'intimité de couple. Ah, c'est intéressant. Ben, oui, puis tu sais ça, on l'entend, veux pas, c'est des choses que j'entends aussi, là, que les gens vont me partager, parce que, oui, ils viennent me rencontrer, je suis nutritionniste, mais on va toujours aborder un petit peu ces questions-là d'estime de soi, d'image corporelle, puis dans l'intimité, souvent, c'est difficile, là, tu sais, je sais pas, là, c'est ce qui me vient en tête, mais je me dis, si moi, j'apprends pas à m'aimer moi, comment je peux penser que l'autre va me trouver désirable puis va m'aimer? Il y a peut-être tout ça aussi, là. Absolument. Puis, tu sais, je veux dire, au niveau de l'image de soi, là, littéralement, à faire l'amour, t'es tout nu devant l'autre. Oui, c'est assez... c'est très confrontant pour les gens qui ont des problèmes au niveau de leur image. Oui, tout à fait. Puis, ça va avoir des impacts, là, certains troubles, en fait, carrément, qui vont prendre l'origine de ces enjeux-là. Ah oui, OK. Oui, vraiment. Là, je pense que ça, c'est une stat que j'ai lue, mais écoute, je suis pas tout à fait certaine, là, mais les jeunes hommes, en fait, jeunes adultes, garçons, le nombre de prescriptions de Viagra, c'est oui! Ça OK! pique, là. Ça pique dans le sport. Ouais! Absolument.
OK. Alors que sur le plan physique, ils devraient justement être leur max, ils devraient aucun oui, c'est aucun ça. problème parce qu'au niveau de la santé, au niveau de la circulation sanguine, au niveau de tout va bien, là, c'est ça. Mais à cause des composantes psychologiques, entre Wow. autres de performance, puis de corps, puis d'apparence, puis tout ça, ça fonctionne pas. Aïe, aïe! C'est fou, Ah ouais, c'est incroyable. Puis, depuis tantôt, on parle de femmes parce que c'est ce que nous deux, on reçoit plus dans notre bureau, mais des jeunes hommes comme ça, puis des hommes de tous les âges, là, ils vivent aussi. C'est juste qu'ils en parlent peut-être moins, ils sont moins à l'aise d'aller chercher l'aide. Oui. Mais les hommes, c'est la même chose. Hein. Ils ont les réseaux sociaux autant que nous, puis ils ont leur penchant masculin avec les muscles, avec les abdos découpés, filtrés en passant, là, la majorité. Il y a peut-être le bodybuilder qui va l'avoir de façon naturelle ou la personne qui s'entraîne énormément, mais elle a la génétique pour. La génétique, c'est quand même important. Là. Si on vient d'une famille qui n'a pas cette génétique-là, on ne pourra jamais viser ça, mais pour être un homme, il faut être composé de telle façon. Oui. Puis les conversations sur l'utilisation ou non de stéroïdes dans l'entraînement, tu serais surpris, entre autres, j'ai une partie de la Canada que je rencontre, c'est des militaires, donc des gars qui sont énormément en shape. Puis il y a des patients qui me disaient que ça finit par être la question de dire si je veux comme prendre la shape avant d'être déployée, d'être en forme, puis tout ça, puis vraiment augmenter ma masse musculaire, la pertinence ou non des stéroïdes. Puis l'élément, entends-moi bien, l'élément qui les fait douter, c'est parce qu'ils n'arriveront plus à avoir une érection. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, là. Mais c'est extrêmement lié, là. C'est tout, on parle tous de la même chose, en fait. Tout à fait. Oh oui. Mais c'est toute la question du potentiel sexuel, de l'apparence, de quel point je suis désirable ou pas. Mais oui, parce que c'est très relié, là. Il y a la désirabilité un peu sociale de se faire accepter, autant au travail, autant dans les amis, mais autant le côté, justement, être désirable pour la gente masculine, si on veut, là. Je trouve ça super intéressant. Puis je pense que comme société, il faut qu'on apprenne à se détacher de ça un peu aussi, de ces normes-là, puis d'en prendre conscience, là, c'est sûrement la première étape. Puis même mince, pas mince, je pense que c'est bon pour tout le monde. J'entendais, je crois que c'est dans le podcast de Louni, qu'elle faisait mention du privilège de la minceur. Puis ça, je trouvais ça wow comme concept, là. Dans le fond, le privilège de la minceur, c'est tous les comportements qui vont être facilités chez les personnes plus minces. On l'entend des fois au travail, il va y avoir de la discrimination chez les gens plus obèses. Puis, mais quand on en prend conscience, c'est vrai. Oui. On a plus de services. La jeune fille qui a un problème sur l'autoroute, là, ça sera pas long qu'elle va avoir de l'aide, mais si j'ai une personne grosse sur l'autoroute, une dame, ça va peut-être être un petit peu plus long. C'est aberrant, là. Absolument. C'est aberrant, mais c'est un phénomène qui existe. Absolument. Là. Au niveau psycho-cognitif, il y a le phénomène du halo. Je ne sais pas si tu connais. Non, je connais pas ça. Je beaucoup à ça, mais c'est cette idée-là, en fait, que les gens qui sont beaux, qui sont beaux selon les standards. Oui, c'est ça, désirable selon les standards, oui. C'est ça. En fait, ils vont avoir un paquet de stéréotypes positifs qui vont leur être appliqués. Fait que non seulement plus d'aide, on parle de promotion, on parle de c'est ça, ça c'est reconnu. Là. Positif, là, le fameux Marie-Pierre Morin, là, ce qui est arrivé en et tout ça, ça a beaucoup illustré l'effet de halo, de dire parce que c'est quelqu'un qui est selon les standards désirables, est-ce que c'est grave ou pas grave? Puis le disent pas dans ce débat là-dessus. Non, mais je comprends, c'est vrai, ça met ça en lumière. Ce biais-là favorable parce que c'est beau, en fait. Oui, tout à fait. C'est carrément un privilège. Dans le sens, oui, c'est un privilège. Oui, définitivement. Puis, tu sais, là, quand j'ai lu ça, je me suis mis à être plus attentive. Puis, oui, je le vois, là. Puis, c'est un peu malaisant, là. C'est problématique de le voir, de le savoir, puis de... Je pense que c'est bon qu'on en prenne conscience, tout le monde, qu'on soit le porteur de ça ou qu'on le vive. Je pense que c'est important de le nommer. Absolument. Comme la grossophobie, un petit peu le même principe, mais ouais. C'est vraiment ça l'objectif du podcast, c'est si on peut faire avancer les réflexions sans jugement, on ne veut pas culpabiliser personne, mais c'est vraiment de prendre conscience de nos comportements face à nous-mêmes, mais face aux autres aussi. De prendre cette responsabilité-là qu'on a. C'est ça, de garder en tête qu'on a du pouvoir puis qui peut être vraiment dommageable sur les autres. Absolument. C'est tout à ton honneur. C'est tout à ton honneur. C'est gentil, mais non, mais j'ai tellement de... Je me sens tellement choyée. J'ai une liste d'invités, c'est incroyable. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que c'est des gens dans mon entourage, c'est des gens de la région. Je me sens vraiment choyée d'être bien entourée. C'est vraiment génial. Là. J'ai les étoiles dans les yeux quand j'en parle. C'est super. Super. Fait
Ben merci beaucoup, Sarah Maud, de ton temps. Tu as été très généreuse aujourd'hui. Ça me fait super plaisir. Vraiment, j'ai beaucoup de plaisir. Oui, t'as aimé ça, ta première expérience? Oui, t'as le aimé podcast, ça. ça s'est bien passé. Puis là, vous conversation super intéressante. Oui! Là, vous ne voyez pas, là, mais Sarah Maud m'a accueillie. On est assis dans des fauteuils chacune. C'est le grand confort. Vraiment, là, j'ai été choyée aujourd'hui. Je te remercie vraiment de ton temps. Sarah Maud, si on veut prendre rendez-vous avec toi, comment ça fonctionne? Oui, on appelle à la clinique, ça peut être par Facebook, c'est notre page Facebook, mais le téléphone, c'est toujours le plus facile pour savoir là, qui a le droit à quoi, nous, des subventions. On n'est pas cherche là-dessus, on cherche vraiment, au contraire, à donner accès. Parfait. Donc, par mon téléphone, 819-533-0094. Sinon, courriel, info, arrobas. Oui! On cherche tout le temps, moi aussi. Lepsitruc.com. Petit truc, puis petit, c'est vraiment P-S-Y, oui. Truc, pour pas faire petit truc, là. Non, mais c'est le jeu de mots, j'ai trouvé ça savoureux comme jeu de mots. Excellent. Donc, tu as une équipe que tu m'as présentée tantôt. Tu sais, là, on parlait de toi, mais tu travailles avec d'autres professionnels aussi. Oui, je travaille avec des travailleurs sociaux. Donc, il y a Vanessa Clément, il y a Mélina Laporte, qui sont deux filles qui ont de l'expérience au niveau de tout ce qui est agression sexuelle, entre autres. Wow, OK. Troubles de santé physique dans le cas de Mélina. Donc, les gens là, qui ont des pertes, des accidents qui sont graves et tout ça, il y a quand même une part de réadaptation psychologique qui est très importante. Oui, mon Dieu, tellement. Puis qui travaille aussi là, à temps partiel à la DPJ. Donc, les parents, coaching parental, troubles au niveau de l'enfance, est en train de faire ses ans là-dedans, puis elle va rencontrer de la clientèle. Ah, wow, OK. Ouais, niveau psycho-aide, il y a Joanie Lafontaine, ma collègue, qui elle aussi travaille à la DPJ, donc vraiment tout ce qui est coaching parental, elle rencontre que des ados-enfants, je dirais, et leurs familles. OK. Sinon, j'essaie de dire ça. Non, c'est bon. Je t'écris au dépourvu, là. Sinon, oui, ben nos stagiaires, nos doctorantes, en fait, les deux doctorantes à l'université qui font leurs armes ici. Donc, Julie et Annabelle, là, qui prennent la clientèle aussi. Puis c'est tout, dans le fond, tous les professionnels ici, là, puis c'est vraiment, je te dirais, une couleur à laquelle je tiens profondément pour les petits trucs. Tout le monde, on travaille en équipe, en multi. Fait qu'à toutes les 2 semaines, on s'assied tout le monde ensemble, on regarde les dossiers, on passe les cas ensemble aussi, on fait les plans de traitement. Puis chacun est là, on a des expertises qui sont très complémentaires. Wow, chapeau. Oui, fait que les psys, on les met en contribution dans tous les dossiers et les tests dans nos dossiers aussi au niveau de tout ce qui est service, tout ce qui est déjà mis en place sur lesquels on peut capitaliser. Wow, comme si je suis vraiment bonne pour checker ce qui se passe dans la tête des gens, mais comme pour ce qui est donner des trucs super concrets sur certains aspects, moins. Fait qu'on va vraiment s'assurer à toutes les 2 semaines pour s'assurer que notre clientèle soit le plus possible servie. Puis c'est une belle humilité professionnelle, ce que tu dis là. Je trouve ça vraiment, c'est tout à votre honneur à l'équipe là, de reconnaître les forces de chacun puis de les mettre à contribution. Ça, c'est l'idéal. Là. Puis pour le client, c'est juste du positif. Là. Il retire tout le plus beau de tout ça, le meilleur. Je te dis vraiment au niveau, tu sais, bien égoïstement. Tu sais, ça fait qu'on apprend à se connaître, on rit ensemble. Vous êtes une belle équipe, là, je le vois déjà. Là. Oui, puis aussi, je veux pas tout ce qui est phénomène, au niveau de compte transférentiel, tout ce qui est enjeu, malaise, des fois impasse, ben là, on est comme 4 têtes, 5 têtes au lieu d'une pour les résoudre. Fait que ça, c'est vraiment cool aussi. Là. Super. Beaucoup moins d'impuissance. Oui, non, c'est bon, j'aime ça. Je pense que c'est la voie du futur qui va être... Ben, en tout cas, bref, c'est mon opinion, mais c'est vers ça que je vais m'en aller aussi le plus, oui. C'est bien, écoute, je t'encourage, c'est très satisfaisant pour moi comme façon de travailler. Ça me parle, le travail d'équipe, ça a toujours été très important. Mais encore une fois, un grand merci, Sarah Maud. Fait qu'on peut te retrouver, comme tu disais, sur les réseaux sociaux, on peut t'appeler. Fait que gênez-vous pas, là, si vous voulez aller un petit peu plus loin de ce côté-là. Donc, un grand merci encore. Merci de ton écoute. Je t'invite à rester à l'affût pour des prochains épisodes du podcast Le Maudit Poids. Si jamais tu vas aller plus loin, je te propose de surveiller ma page Facebook Sarah Normandin Nutritionniste, sur laquelle je partage mensuellement les articles que j'écris pour le blog Néophyte. Merci et à bientôt!